Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous. Donc on va démarrer ce webinaire qui porte sur les enjeux de la cybersécurité dans les collectivités. Donc pour cela, Jean-Nicolas Piotrowski, président et fondateur d'iTrust, vous présentera ces enjeux accompagné d'un expert technique qui vous fera une démonstration donc du SOC citoyen. Et nous aurons également la chance d'avoir l'intervention, le retour d'expérience de Monsieur Soultanem, qui est le directeur des systèmes d'information du conseil départemental de l'Hérault. Vous pourrez également poser des questions en fin de session et auxquelles on essaiera de répondre aussi autant que possible. Voilà, je laisse la main à Monsieur Jean-Nicolas Piotrowski. Merci Juliette. Alors effectivement, on va vous présenter un petit peu tout ça. Je regarde si mes slides fonctionnent. Je vais faire une très brève introduction sur la problématique de cybersécurité actuellement pour le service public. On fera une présentation très rapide d'iTrust pour embrayer directement sur pourquoi le SOC citoyen. Et Thomas nous présentera la démonstration pour vraiment rentrer dans le cœur du sujet, voir comment ça se passe. Et effectivement, avoir un retour de Monsieur Soultanem qui utilise le SOC depuis quelques années au niveau du conseil départemental 34. Alors la problématique cybersécurité aujourd'hui, elle est connue de tous. On a évidemment pas mal d'enjeux et de mairies, d'hôpitaux, de services publics qui sont attaqués depuis 3 ans. Bon, on a mis quelques exemples récents, mais évidemment, il y en a beaucoup, avec des conséquences qui sont évidemment pour beaucoup assez importantes, hein, perte de production, perte de disponibilité des services publics, et des failles qui, pour le coup, auraient pu souvent être quand même assez souvent évitées. Soit parce que ce sont des logiciels obsolètes qui sont utilisés pour propager et contaminer des attaques, soit parce qu'on a des problématiques d'organisation et de process, et parce qu'on reste aussi souvent sur des modèles de protection de défense périmétrique, c'est-à-dire d'utiliser des antivirus et des firewalls, et de ne pas avoir une défense en profondeur qui est plutôt la doctrine des 6-7 dernières années qu'il faut appliquer. C'est-à-dire de remonter des informations de différents endroits, de différents endpoints et serveurs pour pouvoir arriver à détecter ce qu'on appelle des clean chains ou des attaques élaborées. Bon, évidemment, c'est les crypto-lockers qui sont les plus utilisés, enfin qui sont les plus qui se propagent le plus. Alors notamment récemment, c'est la mairie de Caen qui a dû en faire l'objet il y a quelques jours. Avec une activité assez importante de Logbit 2.0, qui est le groupe de hackers qui est très dynamique sur cette partie-là. Alors pourquoi? L'objectif étant de récupérer des informations personnelles, des informations de citoyens, des informations de données de santé pour demander des rançons en échange, hein, crypto-loquer les données, demander des rançons, voire même s'en servir pour les revendre derrière. Évidemment, un dossier médical sur Internet aujourd'hui, sur le Darknet, ça coûte 15 $, pardon. Un numéro de carte bleue, ça vaut 1 $. Donc, les données et les valeurs, les données citoyennes et les données personnelles ont de plus en plus de valeur aujourd'hui sur le Darknet. Alors, pour faire face à ça, on a décidé de lancer une offre qui soit adaptée aux collectivités et aux services publics. C'est une offre qui est basée sur des outils qui existent depuis pas mal d'années, 5-6 ans, dans des secteurs plutôt privés, même si on commence beaucoup à les utiliser dans les secteurs publics. Donc on va vous présenter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, iTrust, c'est une société qui est un pure player en cybersécurité depuis 15 ans. On a beaucoup de clients, enfin plus de 1000 clients, 1300 clients, dans à peu près tous les secteurs, société française à capitaux français, la R&D étant basée à Toulouse et des bureaux à Paris et à Toulouse. On est labellisé par l'ANSSI, labellisé PASSI par l'ANSSI, on est labellisé par les armées françaises, par la cybermalveillance, par la CNIL avec un label CNIL, alors qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, mais qui était un des premiers labels CNIL il y a quelques années qui avait été présenté et mis en place, et des référencements au niveau des centrales d'achat. Alors, quand on parle public, c'est important, on n'a pas
pour acquérir les technologies et être monitoré en termes de cybersécurité et être protégé, il suffit juste de passer par l'UGAP sans avoir besoin d'appel d'offres pour être de suite équipé. Bon, entreprise en très forte croissance, qui est dans le top 2 des sociétés en plus forte croissance en cybersécurité en France. Alors, historiquement, nos métiers, c'était il y a 15 ans, l'expertise en cybersécurité. Bon, c'est des choses qu'on a toujours et qui sont des... on a par exemple une des plus vieilles équipes Red Team de France, donc on est capable, et on fait régulièrement des audits de sécurité, audits pentest, conseils, des analyses Darknet. Une grande activité aujourd'hui, c'est l'édition logicielle, qui représente 80% de nos activités, qui est le développement de 3 produits, IKEA, un scanner de vulnérabilité, Revelium, qui est un SIEM UEBR XDR, et un travail collaboratif avec KZ, qui est un EDR, sur la partie Endpoint Detection Response, qui est complémentaire au SIEM et au scanner. Tout ça peut être délivré sous forme de services managés, donc de SOC, par nous ou par des partenaires. Donc on a pas mal de partenaires qui le proposent en marque blanche ou iTrust Inside. Donc on a des équipes de SOC, un SOC Toulouse, un SOC Paris et un SOC à l'étranger donc ça fait 3, pour superviser nos clients en 24/7. Et être capable de répondre à leurs problématiques et d'intervenir et faire de leur remédiation et bloquer les attaques. Dans les clients, je passe rapidement. Dans les clients, alors qui nous intéresse, puisqu'on est sur un webinaire plutôt service public, on a pas mal depuis 2-3 ans, on a pas mal de services publics. On a 2 ministères importants, le ministère des Armées, le ministère de l'Agriculture, Renater, qui est la partie université et laboratoire français. Plus de 3 millions d'IP, je crois, si je ne me trompe pas, des universités, des mairies, des métropoles comme la métropole d'Antony, des conseils départementaux, on parlait de M. Sultana, donc conseil départemental 34 dans l'Hérault. Voilà, et évidemment dans le public, pas mal d'hôpitaux, une 60aine d'hôpitaux qui sont monitorés et supervisés par iTrust ou par des partenaires pour assurer leur cybersécurité. Alors ce qui veut dire quand même qu'aujourd'hui on a pas mal de structures publiques et qui aujourd'hui depuis 4 ans sont protégées à 100%, c'est-à-dire que on a réussi à déjouer 100% des attaques depuis 4-5 ans sur ces secteurs-là. Voilà, le SOC qu'on propose dans le cadre de l'offre citoyenne fait intervenir le scanner, le SIEM, le EDR en option, et peut être managé par le client, managé par nous ou par un partenaire. Il peut être hébergé on-premise ou en cloud ou mutualisé cloud. Donc dans l'offre qui nous intéresse, dans le service SOC citoyen qu'on a pensé, on le propose en priorité en mode mutualisé pour permettre une bonne efficience, une réactivité, une souplesse et des tarifs qui soient adaptés à la problématique des services publics. Un SOC, c'est quoi? Vous devez le savoir, donc je passe très rapidement. C'est superviser en amont, alerter et bloquer des attaques, remédier et piloter au travers de tableaux de bord, de compte rendu, de comités techniques, comités de pilotage pour augmenter le niveau de sécurité petit à petit dans le temps. C'est-à-dire que c'est de l'amélioration continue qui va nous permettre de pouvoir augmenter dans le temps le niveau de sécurité et se protéger au mieux en fonction des nouvelles menaces qui apparaissent. Un SOC, c'est 4 choses. C'est la même chose que ce que je viens de dire, mais différemment. Prévenir des incidents, les détecter, les traiter et garantir la conformité réglementaire. Notamment, on a le HDS, hébergement des données de santé, qui demande à avoir des SOC. On a le RGPD qui demande sur certaines structures à avoir des SOC. On a les OIV, OSE. On a certaines réglementations type P10, PCI DSS 27001, loi de programmation militaire, qui demande à intégrer des SOC ou des XDR dans les organisations. Donc ça permet une mise en conformité, de pouvoir justifier qu'on est dans l'état de l'art et qu'on a un bon niveau de sécurité. Si un jour on a un problème, on risque pas d'avoir la CNIL évidemment ou d'autres structures qui viennent nous demander des comptes. Alors l'offre citoyenne iTrust, on l'a conçue comme étant une offre assez innovante parce qu'on avait cette problématique de services publics qui n'arrivaient pas à s'équiper en termes de cybersécurité, que ce soit les hôpitaux, les mairies, les conseils départementaux. Et puis on voulait absolument participer à la protection de la nation, c'est-à-dire protéger le citoyen, et on s'est demandé comment on pouvait faire.
Comme on est notre propre éditeur de solutions, on développe nos propres produits, on a la possibilité de créer nos business models qui soient adaptés à certains secteurs. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Et en parlant avec les différentes structures, on s'est aperçu que l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir s'adapter à des mairies, à des conseils départementaux, avec leurs contraintes, qui sont des contraintes budgétaires, mais contraintes de complexité du système d'information, de capacité de décision qui parfois n'est pas forcément simple. Et donc, on a inventé ce SOC citoyen, qui est un SOC donc 100% français, mutualisé pour une structure ou plusieurs. Donc, on a par exemple des groupements hospitaliers qui le prennent pour plusieurs hôpitaux. On a des métropoles qui le prennent pour plusieurs mairies. Et on peut avoir en fait des mairies ou des administrations qui se connectent à la demande au SOC, qui envoient leur log sur la plateforme hébergée en France et sécurisée, pour de suite être mis sous supervision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en bêta test à partir depuis juin, qui fonctionne très très bien avec beaucoup de demandes en ce moment. Donc on est en train de plutôt communiquer là-dessus pour que les mairies et les structures administratives aient des solutions actuelles. C'est une offre qui est souveraine, société française, produits français, hébergée en France dans les data centers de Jaguar Iliad à Marseille, Redondé à Lyon, qui est une offre donc qui n'est pas soumise évidemment au Cloud Out, au Patriot Act ou à des contraintes autres, c'est-à-dire que les données restent en France, elles restent sous la protection juridique de la loi française européenne, qu'elles sont pas soumises à d'autres lois, elles sont protégées, on a un niveau de protection qui est avec cette technologie-là vraiment équivalente à celle des grands groupes, c'est-à-dire que c'est pas du tout une offre, un système qui est dévalorisé, c'est pas du tout du discount, c'est vraiment le même niveau de qualité, mais adapté aux contraintes des mairies, des agglomérations, avec un prix qui est complètement adapté, puisqu'on parle là pour les mairies, on est par exemple à 1 € par habitant par an, donc c'est des choses qui sont tout à fait acceptables dans les budgets de mairie. Et on a évidemment, alors on touche du bois, mais jusqu'à présent 100% de nos clients qui ont été protégés sur les 4-5 dernières années, notamment grâce à la technologie, aux 4 technologies que présentera Thomas. La facturation fixe, on en a parlé, la souveraineté, la proportionnalité et la conformité, c'est-à-dire qu'on répond avec un SOC et avec ce système de protection à une grande partie des contraintes de la RGPD, du plan de relance et de la CNIL, puisque c'est des contraintes réglementaires qui imposent d'avoir soit un SOC, soit une partie de SOC, notamment pour archiver les logs, pour garantir la traçabilité des équipements. Donc ça, c'est des choses qui sont permises évidemment avec le SOC iTrust. Simplicité, puisqu'on est référencé UGAP et France Relance, donc pas forcément besoin d'appel d'offres. Couverture intégrale du système d'information, c'est-à-dire qu'on ne limite pas, on peut récupérer les logs de tout système, quel qu'il soit, Firewall, Active Directory. On a en fait toute une panoplie de parseurs et de connecteurs qui nous permettent de nous connecter à tout type de technologie. Donc généralement, on a un périmètre technique qu'on a mis à couvrir parce qu'il correspond à un étendard qui est intéressant. Firewall, proxy, Active Directory, certains postes de travail, les antivirus, les VPN, certains EDR. Et puis nous, on intègre par défaut sur étagère tout un ensemble de règles de détection et de corrélation sur l'ensemble de ces connecteurs. Les logs sont envoyés donc sur un cloud et puis ils sont traités en temps réel en multitenant et de manière très simple, puisqu'on est capable d'intégrer une structure ou une structure qui voudrait se faire superviser. On est capable en quelques heures de la connecter sans qu'il y ait grand chose à faire. Donc on est passé d'un modèle où les SOC mettaient 5, 6, 10 mois à se déployer, à se configurer, à un modèle où on arrive en quelques jours à déployer un SOC opérationnel de qualité pour n'importe quelle structure. Donc pas forcément évidemment besoin de hardware, puisque le hardware est disponible sur le cloud à la demande mutualisée en multitenant. Des technologies de pointe, on a une technologie Velium CIEM XDR qui est capable de se connecter, je vous le dis, à pas mal de produits ou de technologies et de parseurs, ce qui nous permet de remonter l'ensemble des données sous forme de log et puis de les traiter avec nos moteurs et puis de détecter des compromissions, ce qu'on appelle des mouvements latéraux, des kill chains, des comportements anormaux d'utilisateurs, des vols de données. Alors ce qui nous a permis par exemple
prends un exemple très récent, il y a 3 semaines, on a, chez des petits cabinets de notaires, on a détecté en temps réel des cryptolockers qui étaient en train de se propager avant qu'ils ne chiffrent les données, et donc on a pu les bloquer à temps. Donc régulièrement, tous les mois, on a des menaces qu'on arrive à parer et à détecter. Alors quelques références, j'en ai parlé, hein, quelques références clients avec des avis clients. Et puis voilà, ça me permet d'embrayer sur une démonstration de Revelium et du Socrevilium que je vais laisser à Thomas. Donc je vous demande juste 2 petites minutes le temps de configurer et qu'il puisse se connecter. Ouais, j'ai coupé l'écran et le... Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Peut-être Juliette, tu pourras me le confirmer. Oui, on voit bien. C'est super. Donc, je vais vous présenter, enfin, vous faire une démonstration un petit peu du produit de Revelium. Donc, comme l'a précédemment dit Jean-Nicolas, hein, Revelium, c'est un XDR qui va de l'intégration à la remédiation. Donc, on va parcourir le produit pour tout simplement que vous projetiez, pour que vous puissiez voir en fait la finesse de détection et ce que l'outil vous permet de faire aujourd'hui sur votre système d'information. Alors, tout simplement, on va commencer par les cas d'études hein, qui sont du coup tout simplement nos cases qui nous permettent de aller chercher, de analyser en fait les alertes qui arrivent sur votre infrastructure. Donc typiquement, si on prend ce cas-là, donc vous avez tout le descriptif du case qui est associé du coup dans l'outil directement, avec tout ce qui est sévérité, tout ce qui va vous permettre en fait de contextualiser la menace. Donc dans ce case-là, vous avez également toute l'analyse d'iTrust qui va être vraiment un apport humain après une analyse par nos équipes, alors que ça soit du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3 en fonction bien évidemment de l'escalade et de la criticité de l'alerte. Et typiquement, derrière, on vous demande toujours un retour client pour pouvoir suivre en fait le ticket, le clôturer en fonction des différents motifs de clôture, que ce soit du false positif, du trop positif. Et à partir de là, on en tire des KPI, donc tout simplement pour faire de la qualité sur notre produit. Donc, ces cases sont tout simplement visibles directement dans l'interface. Vous avez des filtres possibles à faire sur ces cases-là pour pouvoir avoir une vue totale des cas en cours. Ok, donc maintenant ces cases, on va dire d'où on les tire, avec quel moteur de détection on va les détecter. Alors il faut savoir qu'à iTrust, on utilise 3 moteurs de détection qui sont complémentaires et qui sont indissociables. Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on considère que ces moteurs-là, si on les prend individuellement, n'ont pas la capacité de détecter 100% des menaces. Alors c'est aussi un retour sur la maturité qu'on a, sur la maturité de détection et la maturité du produit, tout simplement. Donc ces 3 moteurs-là, pour les citer, on les détaillera par la suite, mais il y a la corrélation dynamique, qui est donc une corrélation qui va nous permettre d'enchaîner des signaux faibles qu'on va stocker dans notre base de données, qui est très intéressante pour aujourd'hui détecter tout ce qui va être, on va dire, ransomware en propagation ou autres, qui sont plutôt silencieux de ces derniers temps. Et donc, et aussi également pour sortir en fait tous les cas de faux positifs qui sont créés par vos administrateurs. Donc c'est vraiment ça aussi. On a une forte fonction de réduction des faux positifs parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un vrai problème dans les SOC quand les analystes ont vraiment trop de cas à traiter dû à la forte probabilité qu'il y ait des faux positifs. Typiquement derrière on rate les points importants, les cases importants. Donc typiquement voilà, ça réduit fortement les cas positifs. La CTI qui est donc de la Threat Intelligence et du EBA qui est le moteur comportemental. Alors ces 3 moteurs là vont nous donner des menaces
Et ces menaces, ce sont donc des enchaînements d'alertes, des choses qui sont totalement contextualisées. Alors là, pour vous donner un exemple, hein, c'est la menace que je vous montre, c'est un kill chain d'Active Directory. Donc tout simplement, c'est plusieurs alertes qui ont été relevées au sein d'un Active Directory, donc d'un environnement Windows, au sein d'une entreprise. Et en fait, ces différentes alertes sont caractéristiques d'une attaque. Alors il va y avoir plusieurs stades dans une attaque. Donc ces stades sont corrélés avec la matrice, le framework MITRE, qui est en fait tout simplement un référentiel qui nous permet d'avoir les différentes tactiques et techniques utilisées par les attaquants. Donc en fait, on voit, pour vulgariser, où on en est de l'attaque, si on est dans une phase primitive, une phase de découverte, une phase d'exfiltration ou autre. Donc vous voyez que là, tout simplement, on va avoir les différentes alertes qui sont liées à cette menace-là. Donc là, on a 7 alertes qui sont liées à cette menace-là, et donc on va pouvoir aller chercher les détails de cette alerte, de cette menace. Et donc tout simplement, on voit les signaux faibles qui ont été agrégés ici, donc qui sont encore une fois, de manière singulière, qui n'ont pas de caractère malveillant, mais qui, corrélé et suivant un pattern de corrélation très précis, va pouvoir nous donner une réelle menace. Et donc c'est ça la force d'iTrust, c'est que tout simplement les signaux faibles, ça va être des alertes pour nous et on ne va pas vous les communiquer. Ça va permettre de nourrir en fait tout simplement nos différents moteurs de détection, que ce soit de la corrélation ou du EBA, pour tout simplement aller contextualiser des alertes de ce type-là. Donc ces alertes qui sont scorées avec des fortes criticité, qui sont donc traitées par nos analystes dans des temps de résolution très restreints. Donc tout simplement. Donc si on se penche un petit peu sur les alertes, donc vous voyez ici les alertes, donc j'en parlais, c'est les signaux faibles qui nous permettent de nourrir nos différents moteurs de détection. Ok, donc on va aller à travers les différents moteurs un petit peu pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc le premier moteur, c'est un moteur de corrélation dynamique. Donc ce moteur nous permet tout simplement de créer des graphes de corrélation qui vont nous permettre d'agréger des signaux faibles. Alors selon différents types d'agrégation, on peut avoir différents opérateurs logiques, du success, du or, du end, pour complexifier les arbres, et également se baser sur différents types de données. On va pouvoir se baser sur, par exemple, le référentiel MITRE-ATT&CK dont je parlais tout à l'heure, ou typiquement se baser sur les alertes qui vont être détectées en signaux faibles par le SOC, ou également aussi potentiellement des comportements malveillants. Alors ces arbres-là, bien évidemment, celui que je vous présente, il est relativement simple. Aujourd'hui, on va dire que 90% de ces arbres sont tirés de nos retours de sandbox. Donc en fait, c'est tout simplement dans des labs à iTrust, on va émuler des ransomware, les derniers ransomware malware. Ça va nous donner tout simplement des arbres, des arbres de process, des arbres des chemins tout simplement logiques qui sont parcourus par ces malwares et par ces ransomware. Et ces arbres-là, on va les intégrer à travers API de Reveillium dans votre SIEM. Et donc typiquement, nos équipes de Threat Intelligence, de Red Team et de SOC vont travailler quotidiennement pour intégrer. Donc vous verrez en fait tout simplement que le moteur est à jour avec les intégrations on va dire hebdomadaires de ces différents arbres-là. Alors ces arbres nous servent dans la détection pure, mais également pour la réduction de faux positifs. Comme j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un des grands objectifs et des grands enjeux du SOC de réduire les faux positifs pour traiter vraiment la menace qui nous importe. Et ces arbres-là vont pouvoir en fait tout simplement coller des comportements d'administrateurs système et qui en fait on va dire résout le problème des whitelists abusives qui créent une gruyère dans le SOC. Donc tout simplement, au lieu de whitelister, on va créer des arbres qui vont nous permettre de coller le comportement de vos administrateurs de manière beaucoup plus précise. Et typiquement, voilà, grâce à ça, on ne va pas faire de whitelist qui nous créerait vraiment un trou dans la raquette. Donc ça, c'est pour le premier moteur de corrélation. Le deuxième moteur, c'est de la Threat Intelligence. Donc, si on traduit littéralement, Cyber Threat Intelligence, c'est le service de renseignement sur les menaces. Alors, service de renseignement sur les menaces, tout simplement, on a des serveurs qui vont stocker des indicateurs qui sont connectés à plusieurs bases, que ce soit des bases publiques, privées, alors privées payantes, privées gratuites, et également l'équipe d'iTrust qui vont enrichir ces bases-là. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, donc il y a plus de 50 sources différentes qui sont connectées à nos serveurs de Threat Intelligence et on a plus de 5 millions d'IOC. Alors évidemment, la pertinence des IOC est segmentée,
On n'a pas 5 millions d'IOC qui correspondent à des compromissions réelles, effectives et qui, on va dire, qui nécessitent remédiation automatique. Voilà, on a différents steps, différents types de listes qui sont triées en pertinence, en criticité, qui vous permettent vraiment d'adapter votre réponse à travers les répondeurs, c'est-à-dire en fait tout simplement la remédiation automatique et la remédiation via le ZDR ou vos équipements de sécurité de manière efficace et sans bloquer vos périmètres. Donc ça, c'est pour la partie CTI. Et le dernier moteur qui est donc l'UBA. Alors l'UBA qui est donc le moteur comportemental, qui va tout simplement allier des moteurs de machine learning. Alors, on va pas rentrer dans la technique, c'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez que l'UBA, c'est un moteur de détection qui va apprendre de votre système d'information, donc qui va se nourrir de vos logs et de vos alertes. Et à partir de cette phase d'apprentissage qui dure quelques semaines, voire un mois, dans les cas les plus longs, il va tout simplement mettre un seuil sur des utilisateurs, sur un comportement du firewall, sur un comportement de vos frontaux web. Et à partir de ce seuil-là, on va mesurer une différence qui est une déflexion. Et une fois que cette différence est mesurée, on va créer des alertes. Donc tout simplement, pour résumer, on apprend le comportement de votre système d'information sur différents points, que ce soit l'Active Directory, du firewall, du DNS ou autre. Une fois qu'on mesure une différence dans le comportement, on va dire attention, il y a peut-être quelque chose de malveillant qui est en train de se passer. Alors pour vous donner un exemple, sur par exemple l'Active Directory, on apprend le comportement de vos utilisateurs et typiquement via les déflections, on cherche un attaquant qui se déplacerait dans votre système d'information, on appelle ça un mouvement latéral, pour aller chercher une élévation de privilège. Donc typiquement, on va chercher ça, on va mesurer des déflections à chaque déplacement de l'utilisateur et ça va nous permettre de tout simplement aller vraiment détecter rapidement ce genre de comportement-là. Donc ces trois moteurs nous permettent donc de créer ces menaces qu'on a vues précédemment et qui donc créent les cas d'études qu'on a parcouru au tout début. Donc ça, c'était la partie technique. On va passer à la partie un peu plus, on va dire, reporting, en KPI. En fait, tout simplement une partie qui nous permet de piloter, que ce soit le produit du SOC ainsi que votre structure, votre système d'information. Alors, on a intégré dans Revelium un log viewer. Donc, vous avez tout simplement une vue de vos logs en temps réel. Donc, vous pouvez aller un petit peu les déplier, chercher dans vos logs pour aller voir un petit peu si l'intégration est bonne et correcte par le SOC Revelium. Donc tout simplement, et vous avez également une partie dashboard qui va vous permettre, alors les dashboards sont fournis de base dans la plateforme Revelium et ces dashboards-là sont totalement personnalisables. Alors de base, vous en avez 20. Maintenant, si vous avez des spécificités liées à votre secteur d'activité qui est peut-être un peu qui est spécifique et qui donc nécessite des logs spécifiques, des applications métiers ou autres, typiquement, on les intègre et une fois qu'on les a intégrés, on peut créer des dashboards. C'est quelque chose qui est totalement réalisable par iTrust parce que tout simplement, on le fait au quotidien et puis les dashboards, on s'en sert de manière assez classique pour tous nos clients. Donc voilà le type de dashboard qu'on peut retrouver dans Revelium. Donc c'est des dashboards qui ont plusieurs niveaux, des dashboards de plus haut niveau, donc on peut voir par ici avec les différentes alertes qui sont en cours d'analyse, les différentes sévérités, les différents cas d'études qui sont à l'étude du côté d'iTrust. Et vous avez des dashboards qui sont beaucoup plus techniques. Par exemple, on peut prendre le dashboard de vos EPS, donc le nombre d'événements que vous nous envoyez en collection sur les machines du SOC et également, ça c'est toujours dans notre démarche de certification ISO 9001, d'avoir des process qui soient rodés et précis. Donc tout simplement, on monitore toutes nos machines pour vous garantir une continuité de service sur un produit SOC qui est à notre sens important. Donc voilà pour la démonstration. Je pense qu'on va pouvoir repasser sur la partie présentation où on va prendre peut-être des questions. Alors je vais laisser la main à Jean-Nicolas. On va, en attendant que Frédéric Soultanem soit disponible et se connecte, on va prendre quelques questions. Et puis on pourra embrayer sur son retour d'expérience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à y poser-les dans le chat questions. Je regarde celle qui tombe et je vous dis.
Allô? Oui. Tu es là, Frédéric? Ouais, je suis là. Ah, super, bonjour. Donc Frédéric Sultanem, qui est le directeur informatique du CD34, Conseil départemental 34. Je proposais qu'on ait les questions. C'est pas grave, on va embrayer avec toi sur ton retour d'expérience et c'est très bien. Et puis comme ça, les gens auront le temps et l'occasion de poser des questions. Euh, Est-ce que tu veux activer ta webcam ou pas du tout, Frédéric? Alors, je suis en train de regarder comment on fait. Je suis en train de tenter d'activer ma webcam. En fait, il a pas pris la bonne, je pense. Ok. Mais oui, il avait pas pris la bonne. Et là, normalement, C'est bon. c'est mieux. Voilà. Donc, Écoute, bonjour, Frédéric Sultanem, directeur des systèmes d'information du Conseil départemental de l'Hérault. On a quelques difficultés à se connecter. Le contexte du CD34, c'est quoi, Frédéric? Dans quel cas toi tu utilises le SOC? Alors, en fait, le SOC iTrust a été mis en place en fait dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information du Conseil départemental de l'Hérault, qui est en fait un document qui a été voté en novembre 2020 et en fait en suivant de la mise en place en fait et du suivi des actions de cette PGSSI, la nécessité de mettre en place un outil de traçabilité des événements de sécurité, de prévention des événements de sécurité s'est fait ressentir. Et en fait, on a du coup mis en place le SOC iTrust dans ce contexte-là. Alors, tant pour la partie, on va dire, agent CD34, donc le système d'information qui porte la totalité des services numériques du Conseil départemental de l'Hérault, que pour le périmètre des collèges, en fait, donc dans la mesure où on a en gestion directe en fait 76 collèges, faire remonter la totalité des événements de sécurité, mais aussi mettre en place tout le système le système au sens organisation humaine et technique qui permet en fait de le mettre en place a été mis en place en fait dans la foulée. Donc voilà le contexte, on va dire, de la mise en place de ce socle-là. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on est client. La mise en place s'est faite de manière progressive. Par strat technologique, en fait, on a dû allotir, en fait, vu l'ampleur du chantier pour nous. Et du coup, en fait, on a fonctionné par lot, un peu sur le déploiement. Voilà. Ouais, en fait, de mémoire, on avait démarré par un périmètre technique très rapidement, assez entre guillemets basique. Hein, alors, j'ai plus les détails, mais c'est ça. proxy, AD, et petit à petit, que tu as augmenté le périmètre pour couvrir davantage soit des établissements. Complètement. En fait, on a d'abord déployé tous les équipements de sécurité, en fait tout ce qui va tourner autour de l'authentification, de la partie des couches basses, on va dire les pare-feux, les proxys, vraiment on va dire les équipements qui sont purement dédiés à la sécurité. Et puis on a élargi le spectre vers les logs Windows, les logs Linux. Donc d'abord sur le périmètre CD34. Alors le CD34 c'est 5000 agents. 5000 agents, près de 4000 postes, près de 500 serveurs en production. Donc on a étendu progressivement le système en fait jusqu'à couvrir presque 100%. On a modélisé un collège et puis ensuite on a déployé sur tous nos collèges en fait avec des problématiques alors qui sont liées de notre côté à une segmentation réseau qui rendait qui ont nécessité des ouvertures de flux qui n'étaient pas forcément évidentes technologiquement, enfin techniquement, c'est un peu compliqué à faire. C'est pas la partie en fait déploiement du SOC ou du logiciel SOC qui est compliqué. Là, effectivement, la technologie telle qu'elle est développée par iTrust arrive très très vite. C'est plutôt l'organisation que nous on doit mettre en place derrière pour traiter les alertes, et c'est la partie définition d'un périmètre raisonnable pour démarrer, résorber les faux positifs. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on déploie un SOC, dans la mesure où on commence à recevoir des traces qu'on n'avait pas avant, des alertes qu'on n'avait pas avant, on redécouvre d'une certaine manière le système d'information sur un angle qu'on n'avait pas forcément identifié, ce qui fait que
la bonne approche, ça a été vraiment de fonctionner par itération, et c'est là qu'en fait le travail avec iTrust s'est fait de manière assez itérative, dans la mesure où on rajoutait une brique, il fallait itérer pour voir pourquoi on avait des remontées d'alerte sur des comportements qui n'étaient pas très très normaux. C'est ça qui a fait que, avec l'appui des experts iTrust, on a réussi à réduire progressivement les nombres des alertes et des faux positifs. Voilà. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on a, on le remarque chez pas mal de clients, c'est qu'on a une phase de 1, 2, 3, 4 mois où en fait le SOC va pas forcément remonter en priorité beaucoup de menaces, mais on va faire de la gestion de la bonne hygiène du système d'information, c'est-à-dire vraiment remonter des informations qui permettent d'avoir un bon fonctionnement, de découvrir des choses, des comptes techniques qui sont utilisés, qui ne devraient pas l'être, des users qui ont des comportements anormaux, donc des mauvaises pratiques. Ça, on le voit assez souvent. Et c'est au bout de quelques semaines qu'on commence à avoir une maturité assez intéressante du SOC qui permet de remonter alors moins de faux positifs et vraiment des détections à valeur ajoutée. Alors non pas que ça le fait pas au début, ça le fait au début, mais en fait c'est vrai que c'est noyé par souvent, pas tout le temps, mais c'est noyé dans des mauvaises configurations ou des mauvaises pratiques du système d'information. Toi, toi, ça fait quelques années où je vois que tu utilises le SOC. C'est quoi les principales, le principal gain que tu en retires, en dehors de ce que tu viens de dire, évidemment? Alors, les principaux gains, alors c'est structurant, ça nous force à nous organiser d'une certaine manière, dans la mesure où en fait, alors les principaux gains, le premier c'est ne pas avoir à le faire nous-mêmes. C'est-à-dire externaliser cette fonction en mode service. On aurait très bien pu imaginer acheter un logiciel, former des gens, recruter, etc. Alors déjà, recruter des gens, des agents dans l'informatique, c'est compliqué. Alors des experts sécurité, ça l'est encore plus. Donc voilà, on a fait quand même une prise en main en fait du logiciel pour savoir l'utiliser nous en interne, ne serait-ce que pour suivre les événements de sécurité avec iTrust. Néanmoins, on n'est pas des spécialistes d'opérer des SOC, et puis surtout, on n'a pas des personnels qui sont devant les consoles toute la journée pour aller détecter des alertes. Donc le premier avantage du modèle économique en fait du travail avec iTrust sur le SOC, c'est effectivement un modèle économique qui est favorable. Donc, on a la capacité, au regard de nos moyens, d'externaliser ça, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les fournisseurs ou tous les modèles économiques. Le deuxième, c'est la redécouverte, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est une redite, c'est important de le partager. On apprend des choses. En fait, c'est un outil de supervision. Donc ça, le gain, c'est que ça supervise le système d'information différemment que la supervision traditionnelle qui, elle, va se baser sur des éléments liés à une interruption de service ou un serveur web ne marche plus ou une base de données dysfonctionne. On est sur une analyse comportementale. On a découvert des comportements qu'on n'avait pas vus, dont on n'avait pas connaissance, parce que on met en place quelque chose et on va pas forcément avoir la capacité au regard du volume de traiter tout ça. Et l'intérêt, c'est justement cette corrélation qui est faite par l'outil. Et puis le dernier gain, donc au-delà de la nécessité de s'organiser pour traiter les alertes, c'est qu'on a un endroit où se trouve toute notre trace. Et lorsqu'on a un dysfonctionnement sur un applicatif, on est capable d'aller regarder toute la chaîne d'un seul coup, sans avoir à regarder dans plusieurs outils. Alors, ça nécessite pour ça de bien rentrer dans le système tout ce qui permet d'identifier un dysfonctionnement sur un produit ou sur un applicatif. Mais effectivement, une fois que c'est fait, c'est quand même très très confortable, notamment pour les admins, de rechercher et d'essayer de faire des analyses en cas de dysfonctionnement. Voilà, j'en ai fait trois doubles quelque part.
C'est souvent ça. Il y a un premier besoin qui est effectivement tracé déjà, archiver l'ensemble des logs qui permettent à la justice ou enfin, un suivi des actions pour, dans le cas où on a un problème ou même des process internes. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux DSI, à SSI, soit qui se sont lancés, soit qui vont se lancer dans des sujets de cybersécurité ou de SOC? Alors, le sujet du SOC, c'est souvent vu ou perçu comme un gros morceau. Oui, c'en est un, ou comme quelque chose de compliqué à mettre en place. La complexité n'est pas là où on le croit. C'est pas la technique en fait qui va être interrogée. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est de par la connaissance qu'on va avoir de notre système, de par la meilleure connaissance qu'on va avoir de notre système d'information, on va se réinterroger sur des pratiques et en fait, ça quelque part, ça nous met dans une démarche d'amélioration continue de nos cas d'usage et de nos connaissances des systèmes que l'on déploie pour nos services. Ce qui fait la réussite de ce type de projet, c'est la progressivité, c'est-à-dire y aller sur un périmètre qui est raisonnable pour commencer et puis l'élargir progressivement. Je pense que si on avait voulu faire ça d'une manière traditionnelle en faisant la qualification de tout ce qu'on pourrait mettre dans un SOC et le confier à un tiers ou même l'opérer nous-mêmes, on n'y serait pas arrivé. Ce qui a fait le succès, c'est vraiment cette méthode itérative qui a mis un peu de temps pour nous, qui a mis quelques mois. Après, on a un gros périmètre, donc c'est normal, c'est pas choquant, on le savait dès le début. Il y a ça, et puis il y a le deuxième, c'est organisez-vous pour traiter les alertes, parce que des alertes et des faux positifs, il y en aura. Alors, on a été agréablement surpris. Moi, je m'attendais à pire en nombre de faux positifs qu'on a eu à traiter. Parce que bien sûr c'est un système apprenant, donc on a un premier faux positif, on dit que c'est un faux positif, ils améliorent et la fois d'après on ne l'a pas. Ça nécessite une organisation. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. Ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles on est parti par périmètre en élargissant progressivement les périmètres technologiques et fonctionnels. Voilà, c'est cette phase d'appropriation et d'organisation des équipes est nécessaire et incompressible à mon sens, donc il faut la prendre en compte dans le cadre du déploiement du projet. Ok, merci Frédéric. J'ai quelques questions, alors pas forcément que pour toi, mais en général, donc si vous en avez, n'hésitez pas, parce qu'on pourrait parler des heures, c'est super intéressant, mais on ne veut pas monopoliser plus d'une heure les personnes. Donc j'ai une question, c'est est-ce que vous dites que vous êtes connecté avec plusieurs sources de threat intelligence, dont l'ANSI. Cela signifie que vous intégrez automatiquement tous les IOC publiés par l'ANSI. Sous quel délai? Point d'interrogation. Ah oui, mais je laisse Thomas répondre, mais effectivement c'est comme ça que ça marche. Ouais, exactement. Donc tout simplement, nos bases de threat intelligence sont directement liées à ces différentes sources, et dont l'ANSI. Et donc dès que l'ANSI en fait va tout simplement publier les différents IOC suite à une alerte de sécurité ou même un avis, parce qu'il y a différents niveaux dans les alertes ANSI, on va les intégrer directement dans nos bases de threat intelligence et donc directement dans votre détection. Donc c'est vraiment on va dire instantané. Alors si on veut jouer sur les mots, c'est l'histoire de quelques minutes, tout simplement. Ouais, on est connecté à une cinquantaine de CERT dans le monde, pas que l'ANSI. J'ai une autre question. En cas de compromission d'un de nos périmètres, êtes-vous capable d'intervenir ou de pratiquer la réponse à incident? Si oui, sous quel délai? Est-ce que c'est pris en charge dans l'offre SOC? Alors oui, aujourd'hui, iTrust dispose d'une équipe de réponse à incident qu'on appelle l'équipe phare, qui est composée en fait de tout simplement d'experts cyber, donc de niveau 3 du SOC, d'analystes threat intelligence et également de red teamers, qui vont pouvoir en fait tout simplement intervenir sur des périmètres, donc parfois en déplacement bien évidemment, pour endiguer et pour aller faire de la réponse incident, la réponse incident qui va pouvoir servir derrière à vous couvrir si vous avez notamment des assurances en cybersécurité. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait et qui est pris en charge dans l'offre SOC sous le cadre d'unité d'œuvre, mais si vous avez des questions, on pourra vous le préciser et aller plus en détail. Évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des mails
pour ce genre de questions-là. Bon, j'ai pas mal d'autres questions. Bonjour, est-ce que votre produit est nativement compatible avec les produits Fortinet et Trend? Alors oui, alors il faut savoir que bon, Fortinet et Trend du coup sont deux outils de sécurité qui sont présents chez beaucoup de nos clients, donc on les intègre dans le SOC sans aucun problème. Aujourd'hui, tous les connecteurs sont déjà développés, donc on fait de la remédiation sur Trend et on intègre les logs Fortinet. Alors il y a certains de nos clients qui nous autorisent aussi à faire des blocages sur leur firewall. Donc ça, c'est évidemment à définir dans le cadre de l'offre SOC. Mais typiquement, oui, ces produits sont intégrés nativement. Il n'y a pas besoin de développement supplémentaire côté iTrust pour intégrer ce genre de produit. Ouais, on peut intégrer la remédiation. C'est ce qui est déployé au CD34 en fait. On a du Forti et du Trend. Voilà. Donc, tiens, il y a une question pour toi. Enfin, je sais pas si tu peux y répondre, Frédéric. C'est quel est le budget du CD34 pour le SOC? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Alors effectivement, il y a une deuxième question qui est un peu liée. On nous dit, mais effectivement, si on annonce 1 € par habitant et que dans l'Hérault il y a beaucoup d'habitants. Non, on n'est pas du tout dans cette, oui, enfin, il y a beaucoup d'habitants, on est 1,2 million dans l'Hérault, on n'est pas du tout dans cette proportion-là. Non. Ouais, en fait, l'offre à 1 €, elle est vraiment plutôt orientée sur des établissements petits et moyens. Et pour les grosses métropoles ou des régions ou des conseils départementaux, on a une tarification assez classique qui est tout aussi intéressante, mais qui est basée sur d'autres scénarios. En fait, c'est pas au nombre d'habitants, évidemment. On est à l'IP, au nombre d'événements en seconde, en fait, il me semble. Ouais, alors c'est vrai qu'on essaie de faire simple, donc on est souvent à l'IP par an. Pour essayer de pas avoir, parce qu'on a pas mal d'autres acteurs en cyber qui proposent à la quantité de données et événements par seconde, et ça c'est un petit peu gênant parce que on signe quelque chose et puis en fin d'année on doit payer 4 fois plus, donc nous ça perturbe pas mal les clients. Donc nous on n'est pas sur ce modèle-là, on est vraiment sur quelque chose de très fixe, standard, on sait ce qu'on va payer en fin d'année. Et nous, on s'y engage. Comment peut-on intégrer cette plateforme à des outils de type scan de vulnérabilité? Alors, ça c'est une autre question, mais pour information, on intègre on a notre propre scanner, donc vous pouvez l'utiliser dans le cadre du SOC. Il est inclus dans l'offre SOC. Et si vous voulez avoir vos propres scanners, il n'y a pas de problème. En fait, soit on récupère les logs du scanner, soit on l'intègre dans les tableaux de bord. C'est des tableaux de bord qui sont en JSON, je crois que Thomas les a présentés, donc on peut intégrer les résultats du scanner dans les tableaux de bord. Et puis, comme je le dis, récupérer les logs ou par API du scanner, on peut aller corréler des événements, des attaques ou des événements sur le fait qu'il y ait une faille de sécurité sur un équipement. Ça, c'est des règles de corrélation qui sont intégrées. Donc là, je regarde Thomas pour savoir s'il y avait des précisions à apporter, mais je pense pas. Est-ce que notre produit est compatible avec Office 365? Alors oui, mais je laisse Thomas répondre. Oui, alors c'est une intégration donc qui est cloud, donc qui est un peu différente, mais oui, de manière assez simple, on intègre dans les logs Office 365. Alors après, selon votre politique d'audit sur cet outil-là, on va recevoir une qualité de log qui va dépendre voilà, de cette politique-là, mais typiquement on les intègre et derrière on peut faire de la détection dessus sans aucun problème. On détecte, bon pour vous donner quelques types d'exemples, mais tout ce qui est les règles anti-phishing, les outils anti-phishing, que ce soit du DMARC, du DKIM, du SPF ou en fait des autres outils qui nous permettent voilà, de détecter ce genre de tentatives de fraude, voilà, on va pouvoir le contrôler à travers ces logs-là. Ouais. Donc sans problème, on peut l'intégrer. On a plein d'autres questions. Est-ce qu'on est compatible avec les EDR? Pouvons-nous faire de la remédiation? En fait, quelles sont les limites de la remédiation? Donc oui, on est compatible avec beaucoup d'EDR. On peut faire de la remédiation. Alors, je vais le dire différemment de Thomas. On peut faire de la remédiation à partir d'EDR. On peut en faire au travers du SIEM par de l'action manuelle. On peut en faire au travers d'actions automatiques, ce qu'on appelle les responders. C'est-à-dire aller, en fonction d'une menace particulière, aller taper dans une API d'un firewall ou d'un AD pour automatiser une réaction. Ça, c'est les 3 types de remédiation qu'on peut faire. Alors, j'ai une question et je comprenais pas. Merci. Comment concilier enjeux réglementaires et budgétaires? Mais je pensais avoir répondu, donc je ne sais pas comment répondre différemment.
Si je trouve une idée, je vous dis. Les enjeux réglementaires, c'est ce que vous avez notamment quand vous êtes mairie au travers des OIV, OSE, des plans de relance. Et au niveau budgétaire, on arrive à avoir une tarification qui est généralement 3 à 4 fois inférieure à des outils, notamment américains, parce qu'on arrive à s'adapter au modèle et qu'on est notre propre éditeur. Je ne sais pas si c'est ça la question. J'ai une autre question. Ah oui, avez-vous, ça c'est intéressant, avez-vous en plus du produit SIEM d'autres technologies qui permettent de détecter les comportements malveillants, notamment dans l'Active Directory, qui est une source de log très vaste et parfois peu compréhensible? C'est un gros sujet, hein, l'Active Directory, parce que c'est vrai que l'Active Directory est présent chez beaucoup de nos clients. Et l'intégration des logs, la compréhension des logs, même des menaces et des alertes qu'on vous communique est parfois un peu complexe. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, iTrust en plus des offres SOC vous propose d'intégrer différents types d'outils qui vont nous permettre de faire de la détection supplémentaire. Alors, par exemple des honeypots. On ne détaillera pas plus le fonctionnement des honeypots parce que c'est la propriété intellectuelle, mais tout simplement, on va mettre en place des pièges dans votre Active Directory qui bien évidemment, on va dire, ne viennent pas obstruer votre activité sur le périmètre, mais typiquement, ils vont nous permettre tout de suite d'aller déclencher des alertes quand il va y avoir des personnes qui essaient on va dire, de perforer vos défenses et d'aller en fait au sein de votre Active Directory en essayant de faire des élévations de privilèges notamment. Lors de la campagne de phishing organisée pour la formation, comment êtes-vous sûr de ne pas avoir de faux positifs dans votre SOC? Lors de la campagne. Alors, j'ai pas bien compris la question. J'imagine que c'est enfin, c'est quand on va lancer des tests. Alors ça, on en fait pas mal de tests, que ce soit du phishing, des audits intrusifs ou autres. Comment on gère les faux positifs, parce que ça, en fait, ça va pas être des vraies alertes. C'est comme ça que je le comprends. Ça va pas être des vraies alertes et ça va générer du bruit. Et est-ce qu'on le traite en fait? Est-ce qu'on traite le fait de le mettre de côté ou on le traite comme un vrai événement? Alors j'imagine quand on traite les logs mail ou les logs ou les audits intrusifs. Ouais, les stress tests. Bon, alors il faut savoir que dans le cadre de l'offre iTrust, vous avez un stress test qui vous est d'office proposé. C'est tout simplement, en fait, on audite notre solution par notre équipe de Red Team. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire de votre côté avec notre partenaire, bien évidemment. Mais nous, on le fait de par nous-mêmes pour pouvoir tester, pour voir si on est à jour sur votre périmètre et s'il ne manque pas des sources de logs, etc. Et donc typiquement, ce stress test-là, il sert également à tester nos process et donc nos équipes niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc, en fait, tout simplement, on va les laisser traiter les tickets normalement. Et en fait, ça sert vraiment tout en haut de la chaîne, vraiment au responsable SOC qui dira, OK, là, c'est quelque chose c'est un stress test qu'on fait chez nous. Et donc, du coup, on aura testé en fait tout le processus d'escalade et toute la chaîne de notification du SOC d'iTrust et toute l'analyse. Donc, ouais, vraiment, on va vraiment laisser en fait libre interprétation, libre analyse aux analystes et voir si ils ont bien fait leur travail, tout simplement. Ok, bon, il y a pas mal d'autres questions, mais elles rejoignent les questions qui ont un petit peu déjà été posées. Donc normalement, on a tout balayé. Le but étant de vous libérer au bout d'une heure. Donc j'espère que... Ouais, je regarde un petit peu, mais c'est bon. Ok, écoutez, merci à tous. Merci Frédéric d'avoir participé. Frédéric qui est le directeur informatique du CS34, qui a la chance de gérer un SI qui est quand même très complexe et très bien organisé. Donc félicitations et à très bientôt.